Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Sarah Nemtanou. Bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois pour parler beaucoup de l'Orchestre National, aussi surtout beaucoup de Georges Enesco, puisqu'il y a une double parution. Il y a d'abord le disque que vous aviez fait paraître il y a quelques temps pour le label Alpha Classique, aux côtés du pianiste Romain Descharmes, un complice de longue date, on va en parler, Sarah Nemtanou. Un disque merveilleux, impression d'enfance, consacré principalement, autour d'Enesco et de ses impressions d'enfance. Et puis la sonate de Ravel, celle de Debussy, il y a une œuvre de Isaïe, une œuvre de Nino Rota, ce qui est plus inattendu. Et puis, il y a cette parution le 12 avril de l'intégrale des symphonies de Georges Enesco. Vous êtes au sein de l'Orchestre National de France pour 2 des 3 symphonies, dirigées par Christian Macellaro. Alors vous, on connaît vos origines roumaines. C'est quoi l'image d'Enesco ? C'est un musicien qui vous a toujours accompagné, Sarah Nemtanou ? C'est vrai que Enesco, c'est une figure nationale en Roumanie, mais c'est vrai que c'est clairement aussi un génie, parce que c'est à la fois un grand violoniste, un grand pianiste, un grand compositeur, et c'était un grand chef d'orchestre. Il y a très peu d'exemples, je pense à Bernstein, mais il y a peu de gens qui réussissent aussi bien ces 4 activités, voilà. Et est-ce qu'en tant que violoniste, vous écoutiez petite ces disques, ou c'est venu plus tard ? Est-ce que votre père vous a écouté Enesco violoniste ? C'est plutôt vers l'âge plutôt 20 ans que j'ai commencé à écouter cette musique, parce que j'ai commencé à m'intéresser, si vous voulez, au répertoire roumain. J'avais envie de faire un disque sur mes origines, mais je me sens à la fois française et à la fois roumaine, et je cherchais du répertoire. J'ai commencé à écouter Enesco avec Yudi Menuhin. Il y a le double de Bach, notamment, il y a pas mal. Avec lui, les 2 au violon. Et c'est vrai qu'ils ont une histoire très particulière, tous les 2, mais c'est vrai que cette musique m'a tout de suite parlé, parce que j'ai trouvé que c'était une musique assez photographique. C'est très difficile à lire, à déchiffrer, à défricher. Et il y a beaucoup d'indications, comme s'il ne voulait pas qu'on perde une miette de ce qu'il avait comme idée dans sa tête. Et donc, moi, j'appelle ça une musique en haute définition, une écriture en haute définition. Et ce qui est très difficile ensuite, une fois qu'on s'est approprié les notes, le rythme et toutes ces indications, c'est de retrouver une liberté dans l'interprétation. Et parce qu'en fait, finalement, quand on oublie tout ce qui est écrit et qu'on le connaît, qu'on l'a intégré, ça coule de source. C'est assez naturel. C'est écrit de manière très naturelle, et ça tombe, comme on dit, ça tombe assez bien sous les doigts. Alors c'est une musique qu'affectionne beaucoup Christian Macellaro, qui est votre directeur musical depuis quelques années au sein du National de France. Est-ce que c'est une musique que l'orchestre jouait avant qu'il n'arrive, puisque vous êtes là depuis 2000 comme violon solo, Sarah Nemtanou. Cette musique, vous l'avez pratiquée au sein de l'orchestre avant, ou c'est lui ? Une fois ou 2 seulement. C'est pas le répertoire de Kurt Masur. Non, c'est pas le répertoire de Kurt Masur, mais nous avons eu l'occasion, il y a quelques années, avec le chef d'orchestre roumano-américain Lawrence Foster. Bah oui, qui a enregistré aussi l'intégrale. Qui a enregistré aussi l'intégrale, de jouer la 3e symphonie. Non, c'était pas la 3e symphonie, c'était la 1re symphonie. Et quelques pièces aussi. Il y a les rhapsodies, notamment, qui... Je pense que l'intégrale sort avec les rhapsodies aussi. Oui, tout à fait. Voilà, donc les rhapsodies durent 10 minutes, et c'est idéal en fin de concert, et c'est entraînant, et c'est folklorique, et c'est tout ce que Enesco aimait. Mais c'est vrai que introduire le folklore dans une musique aussi nouvelle, parce que c'est ce qui l'intéressait, c'était d'avoir son propre style, et à la fois d'y inscrire ses influences. Donc c'est très complexe, et à la fois pour moi assez naturel comme musique. C'est pas facile à la première écoute, mais il faut donner des clés d'écoute. À chaque fois que je joue du Enesco, j'explique et je donne quelques clés d'écoute au public. Enfin, ça a l'air quand même assez redoutable pour les musiciens, parce que j'ai discuté, par exemple, il y avait eu l'enregistrement public de la 3e symphonie au sein de l'auditorium de Radio France.
J'en ai discuté un peu avec Patrick Mexina, un nouveau clarinettiste solo. Il avait l'air de trouver ça redoutable. Oui, parce que c'est un nouveau langage. C'est vraiment comme si on découvrait Stravinsky, par exemple. C'est vraiment il y a une telle identité d'écriture et spécificité propre à Enesco qu'on ne retrouve dans aucune autre musique, que effectivement il faut s'approprier, il faut le temps du langage. Et c'est vrai que notre première réaction, la plupart des musiciens, c'était de dire à notre directeur musical, Christian Macellaro, c'était de dire il faut absolument qu'on parte en tournée avec notamment la 2e ou la 3e symphonie, même la première, mais surtout la 3e qui raconte vraiment une odyssée, quoi. Et puis avec cœur en plus, enfin, c'est une symphonie très spectaculaire en plus. Exactement, donc c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à ce répertoire et qu'on connaît les symphonies, on n'a pas envie d'en rester là, on a envie de le partager. C'est un peu ça la musique d'Enesco, c'est qu'on a envie de la faire connaître. On n'a pas seulement envie de récompenser notre travail et de faire que ouais, c'est dommage de plus la jouer et tout simplement s'arrêter là. Non, on a envie de la communiquer. Alors, vous l'avez d'ailleurs donné à Bucarest, je crois, au festival Enesco de Bucarest, festival qui a lieu tous les 2 ans. Donc c'est quand même un symbole fort, un orchestre français qui vient en Roumanie donner une symphonie d'Enesco. Ça devait être émouvant. D'autant plus fort parce qu'Enesco a terminé les 25 dernières années de sa vie, ou 30 ou 20, à Paris. Oui, il avait des liens très forts avec la France. La France, avec Fauré, notamment. Bien sûr, et notamment son écriture est quand même très influencé par la transparence et l'horizontalité qu'on peut retrouver chez tous nos compositeurs chéris. Donc je trouve que cet alliage Orchestre National de France avec cette identité quand même qu'on nous reconnaît et cette musique, c'est vraiment un mélange qui marche bien. Vous parlez de l'Orchestre National de France, dont on célèbre les 90 ans. Donc, c'était au départ un orchestre créé pour la radio, un peu comme peut-être le NBC Symphony Orchestra que dirigeait Toscani. Donc là, c'est en 1934 avec Engelbrecht. Donc, c'est très lié quand même à Debussy, la musique française. Et ça continue quand même. Vous avez une image très forte liée à la musique française, une identité très forte. Moi, je me souviens, alors, notamment de Péléas et Mélisande dirigé par Haïtink ou de grands souvenirs debussystes avec votre orchestre. C'est vrai que beaucoup de grands chefs, comme vous venez de le citer, Bernard Haitink, aimaient venir diriger du français chez nous parce que j'avoue et en connaissance de cause, parce que j'ai été invitée dans d'autres orchestres en Europe, et j'avoue que c'est assez unique. Notre manière, en tout cas à l'Orchestre National de France, c'est comme si cette musique nous avait sculpté. Et c'est cette musique qui a un peu construit l'orchestre, et malgré le fait que les musiciens tournent, c'est un phénomène vraiment assez incroyable, il y a un ADN qui reste le même. Il peut y avoir 80% des musiciens qui ont changé en 30 ans. C'est incroyable comme il y a quelque chose qui reste et qui était là dès le départ, et cette graine qui était faite pour pousser et durer. Oui, d'ailleurs, pour les 90 ans, il y a 4 concerts très importants. Bon, il y a de multiples émissions sur France Musique, il y a plein d'événements. Il y a une exposition, il y a 4 concerts. Il y a notamment eu la Damnation de Faust au Théâtre des Champs-Élysées, concert à la Philharmonie. Au moment où je vous parle, vous allez répéter pour un concert qui sera donné donc le 30 mars avec notamment Pierre-Laurent Aimard qui jouera du Messiaen, il y aura du Jacques Ibert, il y aura Bizet, et donc c'est aussi une musique très française, enfin c'est très lié à votre répertoire. C'est vrai que c'est très français, mais finalement on se rend compte en jouant ce répertoire côte à côte, si j'ose dire, que il y a français et français. Donc je trouve que la France, c'est quand même le seul pays latin où on ne roule pas les airs. Ça se ressent dans la musique. Et d'ailleurs, quand on a joué Faust, la chanteuse Stéphanie Doustrac, merveilleuse. Elle, quand elle chante en français, elle ne roule pas les airs. Et j'expliquais à mes enfants justement que oui, c'est la seule langue latine, le français, où on ne roule
pas les airs. Donc, je trouve que c'est une musique, justement, si on compare Bizet à Ibert, et puis de toute façon, ce sont des époques différentes, évidemment, mais je trouve que c'est assez exotique finalement. La France, elle s'inspire de beaucoup de choses et le langage y est très très varié et il faut savoir jouer aussi bien de manière classique dans cette symphonie de Bizet que de manière un peu plus imposante dans ce Ibert avec un son très cuivré, très clair. C'est vrai qu'il y a toujours cette clarté, cette transparence, mais il y a aussi quand même beaucoup de rythme et de force. De toute façon, les régions en France sont tellement riches, la Bretagne, le Pays Basque, voilà, on est frontalier avec beaucoup de pays, donc ça se ressent énormément dans les compositions, mais on ne joue pas toutes les musiques françaises de la même manière, on ne les appréhende pas de la même manière, et voilà, on est un pays riche, qu'est-ce que vous voulez ? Alors donc, pour en revenir à cette intégrale des symphonies de Georges Enesco, donc on écoute parfois la troisième symphonie, mais les deux premières, on ne les entend quasiment jamais. Elles sont magnifiques, c'est dur de les situer. On se dit, ça ressemble un peu à tel compositeur, ça à tel autre, mais il y a vraiment une couleur très particulière. À quel compositeur vous pensez ? Alors, parfois, dans la première, on pense parfois, mais je vais peut-être dire quelque chose qui va vous horrifier, parfois un peu à Brahms, mais peut-être que je m'égare totalement. La troisième, elle, par contre, c'est Enesco. Je vois pas à quoi on peut la relier. Enfin, c'est très, très personnel. Mais la première, il y a quand même, dès qu'on la met, on sent quand même qu'elle est environnée par un post-romantisme germanique, mais peut-être bien que vous sûr. n'êtes pas d'accord. Si, bien sûr, mais Beethoven aussi, dans les carrures et tout ça, mais c'est vrai que c'est assez inclassable, même si ça ressemble à... ça reste unique et reconnaissable. C'est vrai que quand on écoute une fois ou deux du Enesco, quand on retombe dessus, on peut effectivement reconnaître, mais comme beaucoup de compositeurs et des artistes peintres aussi, il a ses périodes. Et donc, il était quand même très sensible comme personne, et donc il était quand même inspiré par ce qui l'environnait sur le moment, et évidemment, c'était un intellectuel. Mais disons que c'est très intéressant de jouer un compositeur qui donner des concerts en tant que violoniste, en tant que chef d'orchestre, en tant que pianiste. Donc parce que c'est un merveilleux pianiste aussi, oui, c'est ça qui est dingue. On sent vraiment dans sa musique qui a un challenge à relever. C'est vraiment un challenge, mais c'est un challenge de musicien. C'est-à-dire un peu comme dans Brahms. C'est vrai que Brahms aimait faire plaisir aux personnes pour qui il dédiait ses œuvres, et c'est vrai que quand on se dit qu'on va faire de la musique de chambre avec Brahms ou qu'on va jouer du Brahms, tous les musiciens seront heureux. Parce que Brahms, était aussi un merveilleux pianiste, mais disons qu'il avait la conscience de l'instrument, de le jouer aussi. Et je crois que chez Enesco, ça se ressent énormément aussi. Il y a du challenge. Quand on joue déjà, quand on va d'un bout à l'autre de la symphonie numéro 3, qui est un ovni. Oui, c'est 3/4 d'heure de musique en plus. Il y a... je veux dire, c'est comme un voyage où il se passe plein de choses, mais où il y a des défis un peu personnels, quoi. Il y a le défi de bien mettre en valeur telle phrase, il y a le défi d'être totalement vertical harmoniquement et en place rythmiquement avec les cuivres. Il y a des ralentis, il y a des choses qui s'imbriquent en permanence. Il y a toujours du vivant, du magma. C'est jamais... c'est vrai que c'est une musique de tous les challenges, en fait. Alors on va rester Sarah Nemdano avec Enesco, puisque au début de cet entretien, j'évoquais ce disque Impression d'enfance, paru pour le label Alpha Classique, où vous êtes aux côtés de Romain Descharmes. Romain Descharmes, c'est un pianiste avec lequel vous avez beaucoup joué, vous continuez à beaucoup jouer. Enfin, il y a un compagnonnage musical important. Ah oui, on se connaît depuis le conservatoire, on était... ensemble entre 1997 et 2002, et c'est vrai que j'ai tout de suite eu un coup de foudre artistique pour Romain, parce que c'est quelqu'un qui sait à la fois écouter, jouer, prendre des initiatives. C'est quelqu'un qui a un jeu magnifiquement équilibré, et c'est un partenaire aussi humainement vraiment incroyable, parce que avec
finalement, peu de prise de tête. On arrive à un résultat, voilà, on a toutes les deux envie de jouer le plus proche du texte possible. On se prend pas trop la tête et ça marche, quoi. Ça marche très vite et puis il est bon dans tous les répertoires, quoi. Donc il me guide aussi. Donc j'apprends beaucoup avec Romain et on apprend l'un de l'autre et c'est facile, quoi, de jouer avec Romain. Ouais, c'est facile pour vous. Parce que des musiciens, des violonistes de moindre envergure, ce serait peut-être plus compliqué. Alors, vous ouvrez ce disque par une œuvre d'Enesco que je ne connaissais pas, Impromptu concertant pour violon et piano. C'est magnifique. Ah oui, c'est un tourbillon de jeunesse. Il a composé cette œuvre à 21 ans ou 22 ans. Donc, il est né en 1881. Tout à fait. C'était en 1902. Il a écrit ça au début du siècle et il y a encore plein de jeunesse, de fougue. C'est 6 minutes intenses, pleines de romantisme, d'espoir, de phrasé, de chant. Franchement, c'est un beau tourbillon. Vous avez lié ces œuvres d'Enesco à deux génies français, Debussy et Ravel, avec bien sûr la sonate de Debussy et la deuxième sonate de Ravel, qui sont des œuvres qui vous ont toujours accompagné. Ah oui, et que j'ai découverte avec Romain. Ah oui. Notre premier disque un peu promotionnel pour valoriser la jeune génération, c'était lorsque nous avions respectivement 18 et 19 ans. C'était à la Maison de la Radio et ça s'appelait la collection Déclic. Et l'action française artistique. C'était... Ah oui, vous m'avez fait peur parce que c'est pas l'action française qui à l'époque. Non. Et donc on a joué Debussy. Cette sonate, on l'a travaillée quand on avait 17 ans. Et donc avec Gérard Poulet, dont le père... oui, Gaston Poulet avait connu Debussy et créé sa sonate du violon avec Debussy au piano. Donc on a été bien influencés, je pense, dans notre vision, dans notre interprétation de cette sonate. Et on a découvert aussi la sonate de Ravel quelques années plus tard ensemble. On l'a déchiffrée ensemble et on l'a jouée pour la première fois ensemble aussi en concert. Je me souviens, c'était il y a 15 ans au Liban. Et ça nous a paru évident, d'associer la musique française à Enesco. Et c'est vrai que Romain est un des seuls compagnons aussi qui ose déchiffrer cette musique qui est aussi très compliquée à voir pour la première fois au piano. Cette sonate de Debussy, qui est une des 3 sonates de Debussy, c'est une œuvre dure, qu'il a composée pendant la Première Guerre mondiale. C'est une œuvre qui n'est pas le charme violonistique incarné. C'est une œuvre dont l'accès dans le premier mouvement est pour nous auditeurs. Il faut entrer dans cet univers. Il y a des œuvres qui sont peut-être plus abordables. Oui, pour l'auditeur où le violon est mis en valeur d'une manière plus charmeuse, mais on sent que Debussy n'a pas voulu charmer avec. C'est ce que vous ressentez. Je ne ressens pas du tout ce que vous ressentez, Sarah. Justement, c'est vrai que. Il y a plusieurs... c'est une écriture où c'est des formules qui s'enchaînent et on ne sent pas vraiment de thème qu'on pourrait siffloter comme ça facilement. Je suis d'accord avec vous. C'est pas le concerto de Tchaïkovski, oui. Non, c'est sûr. Debussy a écrit des choses plus simples à aborder, mais c'est vrai que en fait, pour moi, cette sonate, c'est une musique gestuelle. C'est-à-dire, c'est presque chorégraphique. Il faut absolument sentir le geste musical. C'est pas simplement l'expression de la voix. Vous savez, Ravel, il n'aimait pas du tout l'alliage violon-piano. Il trouvait que ça n'allait pas ensemble. Et je le comprends, dans le sens où le piano ne vibre pas, il est plutôt percussif et le violon ressemble plus à une voix, une sorte de Castafiore. Donc, ce que je fais, la manière dont j'appréhende tout le répertoire violon-piano, mais notamment Ravel et Debussy, c'est que j'essaye surtout de m'intégrer au timbre du piano. J'utilise le vibrato un peu moins. J'essaye d'être un peu... Si vous me le permettez, c'est pour les auditeurs. On a souvent une image de la violoniste et du piano comme d'une chanteuse et d'un pianiste, un peu la Castafiore qui se fait accompagner. Je ne supporte pas cette image. Donc,
dans mon jeu, si vous voulez, et c'est pour ça que je vous invite à l'écouter, j'essaye de m'intégrer au maximum dans le timbre du piano. C'est ce que j'appelle l'artisanat du son au violon, et enfin en musique. C'est-à-dire qu'on est des artisans, et cette musique, la Ravel, Debussy, c'est une musique de geste. Donc c'est très important d'avoir conscience de ça. Et comme Ravel, je vous le disais, lui, il essayait justement de simplifier au maximum ses compositions et d'enlever, pas de fioritures. Le plus simple et le plus grave et noble possible, cette sonate numéro 2 la retranscrit parfaitement. Donc oui, j'essaie d'utiliser modérément le vibrato et le côté Castafiore diva. Ah, mais je parlais pas de votre jeu, je parlais de la sonate en général. Mais c'est pour ça peut-être que... mais vous pensez ça après m'avoir écouté? Ah non, je pensais ça... Sarah, je pensais ça d'une manière générale à propos de cette musique. D'une manière générale, ouais, c'est vrai. Mais peut-être que je m'égare totalement. Non, mais personne ne vous a jamais prise pour la Castafiore. Non, je sais, mais c'est juste l'image. Ni Romain Deschamps pour Wagner, le pianiste qui l'accompagne chez Tintin. Non, mais en tout cas, voilà notre idée, de comment appréhender cette musique. Ah non, mais justement, comment l'apprendre? Vous faire rougir, mais votre jeu, c'est toute la pureté, la beauté du violon tel qu'on l'attend, nous, auditeurs. Et alors, on va arriver à cette œuvre d'Enesco, puisqu'il est beaucoup question d'Enesco, les impressions d'enfance. Ça, c'est un pur chef-d'œuvre. Je trouve que, justement... on n'entend pas beaucoup cette œuvre par rapport au génie. C'est trop dur aussi, c'est pour ça. Ah oui. C'est vraiment trop dur. Excusez-moi, mais votre répertoire, on ne peut pas dire que... Je suis toujours étonné quand un musicien ou une musicienne me dit on n'entend pas beaucoup parce que c'est très dur, mais vous jouez que des choses très dures. Donc, oui, même Frère Jacques, bien joué, c'est dur. C'est vrai. Je pense qu'une sonate de Mozart, c'est très dur. C'est encore plus dur. Voilà, c'est encore plus dur. Donc tout est difficile. Donc c'est pas ce qui explique qu'on entende si peu cette œuvre. Et c'est parce que c'est une sorte, un peu comme je vous l'ai dit, c'est un challenge. C'est une montagne qu'il faut gravir. On regarde le sommet, on se dit, il faut que j'aille jusqu'à là-haut, vous êtes sûr? Et oui. Donc, encore une fois, et c'est très original cette œuvre, rien que par sa forme. Alors, j'ai tenu à ce qu'il y ait dans le livret et sur le disque tous les mouvements, tous les titres, bien que tous les mouvements s'enchaînent. Donc, il y a 10 mouvements et chaque mouvement porte un titre. Oui, vous le soulignez d'ailleurs dans le texte qui accompagne ce disque. Voilà, absolument. Ouais. Donc, ça commence par le violon seul, le ménétrier. Voilà, c'est le musicien de rue qui joue et qui improvise au gré de l'ambiance. Voilà, il y a 10 ou... Il y en a 10 ? Oui, une dizaine, exactement. 10 ménétriers. On termine par le lever de soleil, on passe par... Vieux mendiant, l'oiseau en cage et le coucou au mur. Voilà. Mais il y a toute une littérature. Récemment, interviewé un duo de pianistes qui interprètent Dolly, de Forêt, Mamerlois, Ravel, tout ce répertoire lié à l'enfance. Est-ce que pour vous, ces impressions d'enfance, ça se rattache à ce répertoire très français ou alors c'est très différent, c'est un autre regard sur l'enfance? Moi, je trouve que c'est un autre regard parce que... Enesco, il était très attaché quand même à ses racines et très attaché comme Bartók au folklore et au thème profond de la terre roumaine et de cette région. Donc, il a fait ça, je pense, comme je vous l'ai dit au début, comme pour photographier tous ces moments qui l'ont marqué, mais je pense de manière tout à fait simple, parce que Enesco était vraiment un homme très simple. C'était pas du tout... il n'en avait pas après l'argent, après la reconnaissance. Non, il était très... très simple et du coup je pense que cette œuvre-là, ces impressions, c'est tout simplement des moments choisis comme ça, des moments photographiés, tout simplement. Mais c'est une musique absolument merveilleuse et rythmiquement ça a l'air très difficile aussi. C'est vrai qu'il utilise, comme c'est un violoniste, il utilise tout ce qu'on peut faire au violon, les
beats de la main gauche, les harmoniques, pour faire l'oiseau triste en cage. Il nous fait jouer dans le suraigu tout seul avec effectivement des rythmes écrits assez difficiles à déchiffrer. Mais après on s'y fait complètement. C'est-à-dire que je vous jure que du coup, on l'a beaucoup joué en concert. Quand je donne les clés d'écoute et que je parle un petit peu comme je vous parle là de sa musique et surtout de cette œuvre, ça ne manque pas. Les gens sont contents d'avoir découvert un nouveau paysage, parce que c'est vraiment un nouveau paysage. C'est un peu comme, je sais pas, comme Cocteau, comme Dali. On les reconnaît tout de suite, quoi. Il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, c'est un peu la même époque, tout ça. Alors, Georges Enesco, c'est 3 sonates pour violon et piano. On aimerait quand même énormément, Sarah Nemtanou, que vous enregistriez ce répertoire. Mais j'ai enregistré la troisième. La troisième, pardon. Et j'ai pas enregistré. Oui, qu'elle a plus joué, mais la deuxième est merveilleuse aussi. Oui, je l'ai travaillé avec Romain aussi, mais on l'a pas enregistré. Bon, on va continuer alors. On attend avec beaucoup d'impatience. D'accord. Parce que là, on est un peu frustrés, c'est tellement beau cette musique. Vous avez choisi de terminer avec Nino Rota. Ouais. Ce musicien génial, mais dont le nom est tellement lié à Fellini ou à Visconti. D'ailleurs, on oublie, à force de parler de Fellini, que les musiques pour Le Guépard, Rocco et ses frères sont aussi sublimes. Et Nino Rota, c'était un souhait... Et disons qu'on aime tous les deux beaucoup cette pièce, moi et Romain. Et, Improviso. Et... il y a aussi ce qui explique ce choix, c'est que, et pour terminer, c'est un peu parce qu'on assume, Romain et moi, on assume aimer les musiques autres que la musique classique. On aime jouer du Piazzolla, le répertoire sud-américain, on aime aussi parfois improviser, on aime la bonne pop, la musique de film, et c'est vrai que comme on est plutôt ouvert à ça, on avait envie aussi de se faire plaisir parce que c'est assez délicat à jouer. Je sais que Guidon de Kremer a enregistré aussi beaucoup de Nino Rota. C'était vraiment un grand compositeur et grand pianiste aussi, très très bon pianiste, et donc je trouve que c'est une musique qui peut tout à fait rentrer dans le cadre d'un répertoire classique comme ça, en fin de disque, en fin de récital, et avoir sa place, parce que, et à la fois elle nous donne une identité dans le sens où ça montre aussi qu'on est ouvert à jouer. Vous parlez d'improviser. Vous avez tellement de casquettes, Sarah Nemtanou. Vous enseignez, vous êtes violon solo de l'Orchestre national de France. Je mets pas dans l'ordre mais je mets les choses telles qu'elles apparaissent. Vous êtes violoniste au sein du Quatuor Strada. Et puis, donc, vous jouez beaucoup de musique de chambre. Donc, il y a tout ce travail au sein de l'orchestre qui requiert un temps énorme, comme l'enseignement. Mais vous parlez d'improvisation. On sait que les musiciens classiques, ils ont un rapport à l'improvisation qui est parfois compliqué. Moi, pour vous avoir vu improviser, notamment avec Noémie Weisfeld ou dans d'autres circonstances, c'est une chose que vous a transmise à votre père, ou alors c'est né après C'est vraiment né après, hein. Parce que mon père, non, pas trop. Et c'est quelque chose que je me suis un peu forcée à faire, mais aussi grâce à d'heureuses rencontres, comme avec Armand Amar, qui est, je sais pas si qui est compositeur de musique de film, et qui m'avait fait rencontrer Radu Mihailianu. Oui, pour le concert. Le film Le Concert, et j'ai eu cette chance, de jouer le concerto de Tchaïkovski pour le film, comme certains le savent déjà. Et c'est vrai que de fil en aiguille, c'est vrai que c'est un compositeur qui improvise énormément, et donc quand j'allais en studio pour lui et quand on s'est rencontrés, il m'a poussé là-dedans. Et comme c'est quelqu'un qui compose beaucoup autour de la musique du monde, de tous les folklores, surtout orientaux, ça m'a permis de rencontrer aussi Ibrahim Malouf, qui m'a poussé aussi dans mes retranchements. C'était il y a 15 ans, et j'ai participé à un de ses disques, et voilà, mais c'est non sans transpiration et coup de stress, quoi. Mais il y a un moment où, je pense qu'il faut
faut se bouger parfois, il faut sortir un tout petit peu de sa zone de confort. Et c'est très important, même au sein du classique, hein, il faut se donner une œuvre à jouer par cœur dans 6 mois. Voilà, j'essaie de faire ça aussi avec mes élèves. Parce je fais toutes ces choses-là, mais j'essaye de les faire à peu près bien. Je dis pas que j'excelle dans l'une d'elles, mais je trouve ça très important dans ce métier de savoir s'adapter. Ça amène une liberté incroyable. Savoir un petit peu improviser, savoir jouer telle musique, pouvoir faire de la musique de chambre, pouvoir faire violon solo d'un orchestre, pouvoir enseigner. J'ai l'impression d'avoir un très bon jeu de cartes. Bon, j'ai pas un carré d'as, mais ça c'est vous qui le dites. Hein. Moi, je trouve que pour votre jeu de cartes, si c'est pas le carré d'as, ça y ressemble bigrement. C'est vous qui le dites, mais en tout cas, je le dis, ça mais me je le rend pense heureuse. comme beaucoup. Ça me rend heureuse. Ben, nous aussi. Alors, cette place au sein de l'Orchestre national de France, violon solo, c'est un travail qui, pour l'auditeur lambda, est quelque chose à la fois qu'il voit, qu'il admire, mais qui est difficile à appréhender. On vous voit arriver, donc saluer, faire le lien avec le chef, parfois jouer des solos pendant une œuvre. Je ne parle pas forcément de Scheherazade, où là, les solos sont évidents, mais dans certaines œuvres, dans les symphonies de Mahler ou d'autres, subitement on entend le jeu du violon solo. C'est une tâche, vous êtes apparu donc très très jeune dans ce rôle-là. On a l'impression à vous voir au concert, c'est toujours un bonheur pour vous d'assumer cette tâche. Oui, c'est vrai que en fait, j'aime pas trop la solitude et je trouve que l'orchestre, c'est un moyen d'avoir une sorte de deuxième famille et avec un répertoire, comment vous dire, tellement vaste et tellement qui apprend tellement que je trouve ce poste, je trouve que ça m'aide à aborder les répertoires du violon. Quand on fait une intégrale, comme vous dites, de Mahler ou de Beethoven, de Brahms, de Schumann, avec des chefs aussi différents les uns que les autres, ça me permet, moi, d'aborder cette musique dans un autre contexte, vraiment de manière enrichie. Et c'est vrai que je ne cache pas que c'est un des plus durs métiers d'être violon solo, parce qu'il y a une dimension humaine aussi à avoir, il faut être diplomate, et comme vous l'avez très bien dit, on peut avoir un petit solo d'un coup. C'est vrai que quand on joue et qu'on s'entend pas vraiment jouer, qu'on joue, il y a 14 ou 15 autres violons qui jouent la même partie que vous, et que d'un coup il faut ressortir avec un son pur et d'une justesse cristalline, eh bien c'est un peu difficile. J'avoue que c'est très très difficile. Il faut être préparé mentalement, physiquement, et jouer devant ses collègues. Voilà, ça, c'est de toutes les activités que j'ai, c'est quand même la plus délicate. Enfin, elles sont toutes délicates quand même. Sarah, c'est vrai. On va terminer avec notre héros du jour, Georges Enesco, puisqu'on a parlé de ce disque Impression d'enfance. Pour la belle Alpha Classique, vous êtes aux côtés du pianiste Romain Descharmes. Il y a cette intégrale qui paraît ces jours-ci, l'Orchestre national de France, donc dirigé par Christian Massenaro, les 3 symphonies d'Enesco et 2 rhapsodies pour le label Deutsche Grammophon. En tant que violoniste, comment il écrit pour le violon dans l'orchestre Enesco? Est-ce qu'on reconnaît que c'est un grand violoniste? Alors, franchement, quand j'ai déchiffré les symphonies, ça m'a énormément rappelé ces sonates violon-piano. Il y a comme ça, il y a des phrases très mélodiques, avec des petites notes, des petites ornementations, très poétiques et très dans le caractère populaire roumain, vraiment. Dès que ça chante, c'est assez, comment vous dire, ça vient tout de suite chaleureux. Ce sont des thèmes très chaleureux et très expressifs. Et moi, cette 3e symphonie me faisait beaucoup penser à du Strauss. Parce qu'il y a de grandes phrases comme ça qui sont sur plusieurs mesures, avec une indication d'Enesco qui indique avec une grande liaison, ça doit commencer là et ça doit se terminer là. Ça me faisait penser beaucoup à du Strauss, avec des ruptures comme ça dans l'écriture. D'un coup, on entend une fanfare, c'est comme si on passait un diaporama
de la journée, qu'est-ce qui se passe d'une journée au village. Franchement, avec des cris, des pleurs, des joies, des tristesses, des morts, des prières. Vous voyez, c'est un peu ça la musique d'Enesco. Ça décrit quand même la vie vue de la Roumanie, vraiment. Ben c'est sur ce diaporama qu'on va se séparer, Sarah Nemtanou. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir été mon invité. Avec grand plaisir. Pour illustrer cet entretien avec la violoniste Sarah Nemtanou, je vous propose de l'écouter interpréter aux côtés du pianiste Romain Descharmes une œuvre de Georges Enescu, compositeur dont il a été beaucoup question durant cet entretien. Nous écouterons Impression d'enfance. Je vous souhaite une belle écoute de cette œuvre rare et magnifique et une très bonne fin de soirée sur RCJ.
Merci.